Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. Écoute bien. L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un petit aperçu de cette vie obscure. Ce dans quoi nous sommes pris ici est une guerre virtuelle. Il ne s'agit pas de balles ou de bombes, de frontières ou de territoires. Le nerf de cette guerre est l'information. L'information. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail. Quand tu vas à l'église. Ou quand tu fais tes factures. Voilà ce que tu dois vénérer. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil et... Ah, bon sang de bois, là, ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Le mouvement a été formé il y a 8 mois environ par un petit groupe de chercheurs scientifiques qui ont découvert par hasard que ces signaux étaient transmis. Toutes ces foutaises, ça me fout mal au crâne. Tu l'as dit. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on gobe tout ce qu'ils racontent. هذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدن هذا عالم همجي بربري متخلف منحط هو الذي سبب الكوارث البشريه هو الذي قاد الحرب العالميه الاولى والثانيه والصليبيه والبونيقيه ولا زال يقود حروب جديده لتدمير البشريه من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضيه هذا العالم الذي يدعي التمدن هذا عالم متخلف. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout, et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort. Finalement, c'est par votre faute que le peuple irakien va être décimé par une terrible guerre. Quoi? Je sais pour rien, moi. Bah si. Bah non. J'y suis saoudien, j'ai vécu au Pakistan, j'ai fait un plan depuis l'Afghanistan et j'ai balancé des avions américains sur New York. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, les Irakiens? Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Tu le prends le bouquin ou pas? Voilà ce que tu dois vénérer. Bienvenue dans le désert du réel. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira, et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie, comme un implant dans ton esprit. Ça, c'est le monde que tu connais. Dans l'état manifestement malade des démocraties occidentales, qui se manifeste par beaucoup de signes qu'on va un peu analyser, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de glisser vers un glissement, vers un régime oligarchique, c'est-à-dire une situation proprement où un petit nombre de gens, essentiellement les puissances financières, décident pour le reste de la société? L'oligarchie, tous les politiques sont pas des corrompus. Tous les politiques sont des corrompus. Tous, parce que le système est corrompu. Non, non, non. L'opposition, la majorité, de toute façon, c'est des copains, des coquins, ça change de main. Il y en a des bons, c'est vrai, il y en a des beaux, mais il y a surtout du bonnet, quoi. Il y en a du beau, du bon et du bonnet, quoi. Tu vois. C'est surtout du bonnet qui sont. Tu t'imagines pas, là, où tu fais le candide, où tu Ah non, mais je pense pas. Non, mais... Donc, même les gars qui veulent pas être corrompus sont corrompus. Donc on est dans un système où tu votes pour des gens qui vont travailler pour d'autres, pour leur parti, pour leur mafia, pour leur secte. Pour leur mafia? Ouais, pour leur mafia. Voilà, c'est tout. Donc Hollande, il est corrompu, Montebourg, il est corrompu. Oui. Attends, c'est le même cas que de mec. Mais va à l'Assemblée nationale, je te jure, là, tu me gonfles, va à l'Assemblée nationale. Tu vas voir, qui est-ce? Il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des lobbyistes qui sont là. Nos politologues ont tout à fait oublié qu'est le régime oligarchique, qui est le pouvoir d'un petit nombre, peu nombreux, oligos, qui discutent entre eux, qui délibèrent entre eux, qui éventuellement vont faire démocratie entre eux, et qu'une fois qu'ils sont arrivés à un accord, ils l'imposent au reste de la société. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Tente une question d'un internaute. Vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti socialiste. Vous avez parlé, enfin vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Au nom de la France
J'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire, international. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Ouais. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Comme évidemment, il faut que si y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera, bien sûr. Il y en aura une, mais elle pourra être imposée. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 1700 milliards d'euros libérés en 3 heures et demie le 12 octobre à l'Élysée pour sauver les banques, alors qu'avec 31 milliards de dollars sur 5 ans, on pourrait éradiquer la faim. La liberté de la presse se dégrade en France. C'est la 8e fois que Reporters sans frontières publie son classement. L'année dernière, la France, elle était 35e, ce qui n'était pas fameux. Et bien là, elle est 43e. Elle perd encore des places. Elle se retrouve entre le Suriname et le Cap-Vert. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. C'est un dîner qui s'appelle le dîner du siècle, qui est organisé une fois par mois, chaque dernier mercredi du mois, qui réunit Place de la Concorde à Paris, des ministres, des grands patrons, quelques journalistes. Le journaliste Pierre Carl s'y était rendu le mois dernier, ce mercredi à l'extérieur évidemment, devant l'immeuble Place de la Concorde. Et nous on y était ce mercredi pour interviewer le producteur de Pierre Carl. Regardez. Une fois par mois, il y a vraiment l'élite de la France qui se réunit ici. Et quand je dis l'élite, c'est l'élite politique, droite, gauche, confondue. L'élite médiatique et l'élite économique surtout, qui se réunit ici pour un repas qui s'appelle le dîner du siècle. La France est sous contrôle dans sa plus grande partie et c'est grâce à vous. Le spectre vous en est reconnaissant. Tu connais pas le dîner du siècle ? Du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays. Il y a des parlementaires de gauche et de droite, enfin de gauche socialiste et de droite. Si, le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous foutez de moi là. Ça nous énerve pour ce qui est de l'indépendance des médias, de l'information, des journalistes, du service public. On pense que si des journalistes y participent, c'est pour y faire des émissions ou des papiers et en informer le public. S'ils y vont dans un autre cadre, dans un autre but, alors c'est honteux. C'est de la collusion, de la connivence. Autre question d'internaute. Bonjour Martine Aubry. Alors je vois que vous faites partie d'un club qui s'appelle Le Siècle, qui regroupe des hommes politiques, des industriels, des banquiers, des journalistes et même des syndicalistes. J'aimerais savoir dans quel but vous vous réunissez. Si vous faites des parties de belote avec Jean-François Copé, Sarkozy, PPDA, Emmanuel Chen, etc. Voilà, et qui gagne à la fin. Voilà, je vous remercie.
Le siècle, c'est un club qui a été créé par Bérard Kellin, un journaliste, pour faire en sorte que dans un pays comme la France, des hommes politiques, des syndicalistes, des milieux associatifs, des chefs d'entreprise se rencontrent et discutent. Laurent Geoffrin, vous y êtes déjà allé? Vous y êtes déjà allé à ce dîner du siècle? Vous y êtes pas allé depuis longtemps, c'est ce que vous nous dites? J'en fais partie, j'y suis pas allé depuis 10 ans. Tous les derniers mercredis du mois, à l'Automobile Club de France, place de la Concorde, se retrouvent les Hervé de Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas, des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minck, des gens comme ça. On a l'adresse. L'adresse, c'est Automobile Club de France. Alors, toujours sur ton blog, il y a eu un petit pataquès cet été parce que tu fais partie du club Le Siècle, qui est un truc assez mystérieux où il y a des gens importants, et tu les as filmés, toujours avec ton appareil photo là, en train de dîner, ils ont tous gueulé. Tu te rends compte de ce que tu fais? C'est des mecs, attends, c'est le top niveau là, Le Siècle. Mais non, mais je me suis excusé, j'ai mis hors ligne, et puis je demande pardon, et puis voilà, je fais des conneries comme les autres, et quand je fais des conneries, je le reconnais. Je n'ai jamais vu dans Le Siècle des compromissions, des gens qui faisaient des affaires. Non, on parlait de l'actualité. Le Siècle. Le Siècle, c'est un club de gens sympas. Les apparences du dîner du siècle. Le dîner du siècle, c'est là. Il y a les dîners du siècle, hier. Il y a les dîners du siècle, et toutes les élites. Il y avait Nicole Notat, vous devez connaître Nicole Notat. Non? C'est branché complot, quoi. Hein? C'est branché complot, quoi. Non? C'est ce qu'elle y a fait? Là, il y a une révolution, c'est pas un complot, là. Il y a une révolution. Ouais. Et nous, on est révolutionnaires. On est révolutionnaires, donc il faut se rebeller contre tout le monde, alors. Tous ceux qui participent de la dictature. Donc au dîner du siècle, il faut y être aussi. Ce serait bien que vous nous rejoigniez, alors. Arlette Chabot est directrice de l'Info de France 2, la première chaîne publique française. Elle est à la tête d'un bataillon de 200 journalistes. C'est contre ce danger qu'elle ferraille aujourd'hui en pointant ses dérives. Allez, on y va. Méfiez-vous des adeptes de la théorie du complot. La vérité, les vérités de l'information seraient sur la toile, tandis que les médias traditionnels, généralistes, et soumis à des pressions économiques ou politiques vous cacheraient la vérité. Alors c'est vrai, grâce à Internet, aucune information ne pourra plus jamais être enterrée ou dissimulée. Mais en revanche, je vous demande d'être prudent parce qu'un jour vous apprendrez que vous avez été manipulé, trompé. Les journalistes et rédactions de télévision peuvent souffrir du complexe Internet. T'as vu, ils ont un truc qu'on n'a pas eu. Oh, non, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Absolument. Vous parlez de quoi? C'est inintéressant.
Enfin un homme de gauche. Bonjour monsieur, bon appétit. Dis donc, tu vas parler armement et tout. Voilà, ça va être du coup après la vidéo. C'est de la collusion, de la connivence. T'es branché complot, toi. Vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, c'est ce que vous nous dites? J'en fais partie, j'y suis pas allé depuis 10 ans. Place de la Concorde. Méfiez-vous des adeptes de la théorie du complot. Le siècle, c'est un club de gens sympas. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Non, ben voilà. Le groupe Bilderberg réunit de manière annuelle, comme Davos, lors d'un meeting, 120 personnes, une centaine de personnes, et les participants sont des ministres, des dirigeants de multinationales, des dirigeants d'organisations internationales. Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. C'est pas une question de décision vraiment formelle, ce sont plutôt des discussions qui font que ces gens-là ont du pouvoir en dehors de ces cercles-là. Ils sont déjà des positions de pouvoir, et donc effectivement, il y a des influences qui s'opèrent. Vous connaissez ça, vous? Non. Non, ben voilà. Je connais Davos, en direct, je connais la Continental, je connais Davos, mais je connais pas... En tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'irai rien. C'est une invention d'un téléspectateur. Vous voulez vérifier qu'on teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est paisible, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui là pour le coup est une grande intelligence, enfin ça m'arrange. Question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Bilderberg. Je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. La voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors, le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes, et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus,
ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé groupe Bilderberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Où se prennent vraiment ces décisions? Quand on lit votre livre, on apprend qu'il existe notamment 2 cercles dont vous parlez, la commission trilatérale et le groupe Bilderberg. C'est ça le grand complot international qui a lieu dans ces conférences. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Comment les Mr. Prime Minister? Bonjour Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Je suis pour ça, censé faire beaucoup de commentaires. Mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Il dirige rien politique, du tout. Financier, il dirige rien du tout. Par exemple, vous pensez pas que ça fait une influence? Par exemple, Herman Van Rompuy, qui était qui est président de l'Union européenne, a été reçu par ce groupe 4 jours avant. Et après, il était nommé président de l'Union européenne, mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce groupe peut avoir un effet sur... Oui. Vous pensez que c'est juste une coïncidence? Non, je pense que les chefs d'État sont déterminés en fonction de leurs propres critères, avec leurs propres exigences. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres d'ailleurs. Il y a un temps pour tout. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Allez donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Mais non, je ne fais pas... Je n'appartiens pas à ces clubs, j'ai été invité et j'y suis allé avec plaisir. Angela Merkel y a été reçue à ce groupe 1 an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin, 1 an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui défendent? Coïncidence est troublante quand même. Il y a beaucoup de coïncidences dans la vie. Vous la reprendrez en vieillissant. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Euro 2000. Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. Écoute, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il va falloir que tu m'écoutes. Ça oui, il le faut, parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est. Je t'écoute. Le 29 mai 1954, un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg qui est à Oosterbeek en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. L'état de fait actuel, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Des riches de plus en plus riches. À force de l'entendre, on pourrait crier au cliché. Sauf qu'année après année, les chiffres ne cessent de le prouver. Les inégalités se creusent de plus en plus entre les riches et les plus démunis en France. Près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Un constat alarmant que nous révèle une étude de l'INSEE menée avant la crise. On en a plein le cul de ces mecs qui s'en mettent plein les poches, qui creusent un écart qui est inadmissible, qui en plus ne nous écoutent pas. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on bosse pour eux, se partagent les bénéfices et nous ensuite ils nous mettent dehors. On n'arrive pas à obtenir de Bercy le taux d'imposition réel des entreprises françaises. Combien elles payent vraiment d'impôts par rapport aux profits qu'elles font? C'est une donnée secrète. En France, c'est pratiquement du secret défense. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts que ça créerait du remue-ménage politique et citoyen extrêmement fort. Monsieur Attali, dans vos thèmes, il y en avait 7. Moi, il n'y en a qu'un qui m'inspire depuis 7 mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a 7 mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper
tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années, tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années, on en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout ». On en a marre de ça, on n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous, on veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple. Sous leurs ordres, la CIA a introduit des scientifiques nazis aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine à Caspan sur le développement d'une micropuce de pistage intra-épidermique. C'est une micropuce électronique, tu vois, qui devait être implantée sous la peau de chaque être humain né ou à naître sur cette planète. Ça ressemble à de la fiction et pourtant, c'est bel et bien réel. Aux États-Unis à présent, une expérience étonnante sur le plan technique, mais qui pose des problèmes éthiques. Des puces électroniques placées sous la peau de cobayes humains permettent d'accéder à leur dossier médical. Pour lire son dossier médical, il suffit d'approcher un scanner de la puce. Mais un instrument très puissant est capable de le lire à votre insu. Un voisin, un agent d'assurance pourrait connaître tous vos petits secrets en vous traquant discrètement. Le patron des lieux propose à ses clients un cocktail inédit en Europe, quelques glaçons, un doigt de whisky et une puce électronique insérée sous la peau pour régler la note. En tant que commercial, Sergio Galvan a tout intérêt à faire peur. Tout le marketing de sa société est basé sur la crainte d'être enlevé. Son produit phare, cette micropuce. En fait, un émetteur miniaturisé relié à un boîtier GPS qui permet d'en suivre le porteur par satellite. 2020, l'utilisateur promène une puce One ID. Jusqu'à présent, ce genre de puce était réservé en Europe au contrôle des animaux d'élevage. 2030, l'utilisateur et son avatar ne font plus qu'un. La puce One ID est implantée à la naissance. Elle constitue l'état civil électronique de l'utilisateur. On peut utiliser la même technologie pour l'installer sur son animal domestique et le suivre à la trace. Ou pour contrôler l'accès à un bâtiment, seules les personnes équipées rentreraient. Ça fait peur. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. J'ai fait la deuxième injection du vaccin Pfizer, donc content, pas de souci. Par contre, j'ai voulu tester ce que j'avais vu sur Internet, c'est-à-dire sur Facebook, comment ça s'appelle, le téléphone qui se colle. Donc là, c'est bien mon téléphone. Quand je le pose, bah ouais, donc bien entendu, ça colle, y a pas de souci. Par contre, regardez, ça charge. Et ça, par contre, j'ai beau taper sur Google, j'ai rien vu des problèmes comme ça que ça charge. Donc franchement, je comprends pas. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer que ça fonctionne bien, quoi. Quand je le pose, hop. Créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Hop, ça charge. Donc je suis un peu, ça me fait rigoler, mais je suis un peu inquiet. Regardez, c'est bien vertical, hein. Je suis un peu inquiet. Je sais pas pourquoi. Donc je sais pas. Et vous, ça vous l'a fait ça? Vous pouvez me le dire? Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. Hop, ça charge. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Pause. On n'est pas dans la matrice? Non. C'est un autre programme d'entraînement pour t'apprendre une chose. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils? Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent.
À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde et personne. Monsieur Ansip, merci pour tout et surtout mes chers collègues. Je pense que c'est un rapport très important et je suis heureuse de collaborer à ce travail. L'identité numérique. Évidemment, au départ, ce sera pour notre bien, ce sera plus facile pour pouvoir payer, pour pouvoir vérifier si quelqu'un est vacciné ou pour voter. Le vote, c'est précisé dans le texte de la Commission. On voit bien, le toboggan est bien en train d'être mis en place. On est donc à 2 doigts de la puce électronique sous la peau. Au départ, on aura un papier avec un code QR, mais les restaurateurs, les policiers vont se fatiguer rapidement pour le contrôler. Ensuite, on aura des bornes et ce sera plus facile. Ces bornes liront votre identité ou votre statut sanitaire sur un bracelet, une montre, sur un petit objet que vous porterez dans un sac à main, sur un code tatouage ou alors, comme je l'ai dit, sous la peau et les portes s'ouvriront. Et vous pourrez payer facilement, vous passerez à toute allure aux caisses et tout le monde trouvera super de payer sans avoir l'air finalement de payer. L'identité numérique, c'est un saut quantique et il n'y aura pas de retour en arrière possible, comme le pass sanitaire. Le marché des objets numériques connectés est considérable. Pour conforter la mise en place de l'identité numérique, on nous dit « on est déjà tracé par nos mobiles ». Non, le GPS, ce n'est pas assez précis, entre 1 et 10 mètres. On ne peut donc pas dire exactement qui on a rencontré et nous, ni où on est allé. Et surtout, le portable, on peut le laisser à la maison ou sinon l'éteindre. Avec l'identité numérique, la 5G et les objets connectés, nos conversations, notre santé, nos ordonnances, comme vous l'avez dit, nos pensées, notre intimité, notre espérance de vie, tout ça sera exposé, exposable, vendable, revendable. Et là, je parle en tant qu'ancienne, comme dans mon ancienne vie où j'étais dans une compagnie d'assurance. Leur rêve, c'était de savoir l'espérance de vie des gens pour leur offrir une garantie adéquate. Donc, ce qui veut dire exclure des maladies. C'est une crainte qu'il faut prendre en considération. D'ailleurs, la Commission utilise le mot de portefeuille d'identité numérique. Est-ce la fin de nos libertés? Ça sera vraiment un élément à prendre en compte pour ce règlement. Va-t-on vers un capitalisme de contrôle? C'est aussi notre question. Ce lundi, une commissaire de Bruxelles a interdit à tous les fonctionnaires d'utiliser dans tous ses discours et publications le mot « mesdames et messieurs » pour ne pas exclure ni rendre les personnes intersexes invisibles. C'est intéressant de noter que la Commission veut que l'identité numérique soit constante toute la vie, mais finalement pas l'identité sexuelle. Donc pour nous, des questions sur lesquelles nous irons de l'avant, ce sera en termes de souveraineté. Quels sont les acteurs européens qui ont aujourd'hui la capacité de fournir ce type d'identité pour éviter que nos datas se baladent à l'autre bout du monde et, comme je l'ai dit, soient repris par des entreprises privées pour exclure certaines garanties et discriminer certaines personnes, et aussi concernant les failles de ce système d'identification. Je note que la Commission prévoit dans sa page 60 que les mesures de prévention des fraudes existantes applicables à la Commission couvriront les crédits supplémentaires nécessaires. En clair, on sait déjà qu'il va y avoir des fraudes et les amendes financeront les postes de fonctionnaires nécessaires. Donc pour une question plus précise, parlons-nous des grandes fuites de données personnelles récentes. Je vous remercie. Nous avons pu survivre en leur échappant et en nous cachant. Mais ce sont les gardiens du temple,
Ils détiennent toutes les clés. À cause de toutes les issues sont fermées. Alors un jour ou l'autre, il faudra que quelqu'un les combatte. Pour ceux parmi vous qui n'avaient pas vu le film The Matrix, il y a une scène au tout début du film où l'on propose au personnage principal 2 pilules. Une bleue et une rouge. Et on lui demande de faire un choix. S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira. Et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Mais laissez-moi mettre les choses au clair. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, je ne suis pas ici pour vous dire comment penser, comment vous sentir. Je suis certainement pas ici pour vous dire quoi manger. Je suis simplement ici pour vous transmettre des informations. Maintenant, ce que vous faites de ces informations, c'est votre choix. Donc, à quoi ressemble la matrice? Laissez-moi vous montrer. Maintenant, malgré ce que vous pouvez penser, ces 2 cercles ne sont pas égaux. Je répète, ces 2 cercles ne sont pas égaux. En effet, un des cercles est plus grand que l'autre. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est déterminer lequel est le plus grand. Donc, s'il vous plaît, levez la main si vous pensez que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge. S'il vous plaît, levez la main si vous pensez que le cercle rouge est plus grand que le cercle bleu. Ok, génial. Maintenant, avant que je dise quoi que ce soit à propos de ces 2 cercles, quel était votre premier instinct? Qu'ils étaient égaux. Parce qu'ils ont l'air égaux. Et la raison pour laquelle ils ont l'air égaux, c'est parce qu'ils sont égaux. Ces 2 cercles sont identiques. Mais j'ai réussi à faire en sorte que vous leviez tous la main pour dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Que vous pouvez être manipulé comme ça, à croire quelque chose qui va contre votre instinct naturel. Imaginez juste que vous êtes un enfant et qu'on vous a appris que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge. Si vous le dites assez de fois, vous devenez convaincu que c'est le cas. Si on vous dit un mensonge assez de fois, ça devient une partie de votre réalité. Et si ce mensonge a été inculqué à assez de personnes, donc que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge, bah maintenant ça fait partie de la culture. Et si cette culture continue à transmettre cette mauvaise information à la génération suivante, bah là ça devient une tradition. Et la chose de laquelle on doit se souvenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une tradition que c'est moralement acceptable. Les traditions et la moralité ne sont pas toujours la même chose. Je veux dire, est-ce que vous arrivez à penser à une tradition qu'on a déjà eue aux États-Unis d'Amérique qu'on n'a plus aujourd'hui? Et que maintenant, en y repensant, on voit que c'était immoral? L'esclavage. Il y a moins de 100 ans en arrière. Et c'était une tradition. Donc les traditions que nous avons aujourd'hui ne veulent pas dire qu'elles sont moralement acceptables. En évoluant en tant que culture, nos traditions évoluent également. Maintenant, la matrice est une histoire. C'est une histoire qui, quand elle est répétée assez de fois, à assez de personnes, s'intègre à la culture. Et elle devient ensuite une tradition. Et cette histoire est répétée encore et encore. Tous les jours. Dans les faits, si vous croyez que l'image sur le carton est l'endroit depuis lequel vous obtenez votre lait, vous vous trompez. C'est un fantasme. Ça n'existe que dans votre tête. C'est une pilule bleue qui vous a été donnée par les industries pour que vous achetiez leurs produits. Ceci est la matrice. Le mensonge qu'on se raconte au sujet de l'endroit d'où vient notre nourriture. La réalité est bien plus perturbante. 90 à 95% du lait, de la viande et des œufs que nous consommons aux États-Unis viennent de ces conditions. Ça s'appelle les élevages industriels. C'est ici que vous prenez des milliers de poules, des porcs, des vaches et que vous les enfermez dans un entrepôt. Tous les ans aux États-Unis, 10 milliards. Ok, 10 milliards de vaches, de porcs et de poules sont tués sauvagement pour la nourriture. Donc ça veut dire que chaque seconde, aux États-Unis, 300 animaux sont tués juste comme ça. Donc, 300, 600, 900, 1200. D'ici la fin de cette présentation, il y aura eu plus de 1 million d'animaux qui auront été tués. Et la plupart d'entre nous n'en avons rien à faire. Je veux dire, comment est-ce que c'est possible qu'aux États-Unis d'Amérique, on puisse tuer, on puisse abattre 300 animaux chaque seconde et ne pas questionner ce fait? C'est à cause de l'histoire qu'on nous a racontée. L'histoire justifie les actions. Si vous le dites assez de fois, vous vous convaincrez que c'est la vérité. Combien de personnes parmi vous avaient appris quand vous étiez plus jeune que nous devions manger de la viande pour avoir des protéines? Je sais que j'en fais partie. Combien de personnes parmi vous avaient appris que vous deviez boire du lait de vache pour avoir des os solides? Pas du lait de chien, pas du lait de chimpanzé, pas du lait d'éléphant, pas du lait de rhino, pas du lait d'hippo, pas du lait de tigre, pas du lait de lion, pas du lait de girafe, pas du lait d'éléphant. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Même pas le lait de notre propre mère. Nous avons besoin de boire du lait de vache pour avoir les os solides.
L'absurdité de boire du lait de n'importe quelle autre espèce, et que de n'importe quel autre être vivant à part notre mère, quand c'est répété à cette fois, ça perd son côté absurde. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Est-ce vraiment si invraisemblable? Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, un savoir que tu as ressenti toute ta vie, comme un implant dans ton esprit. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, de quoi te rendre malade. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Tu es un esclave, Néo. La matrice est universelle. Alors aujourd'hui, nous nous rendons sur l'île North Sentinel. Vous découvrirez dans cette vidéo ce qui se cache sur cette île interdite de l'océan Indien, et à quel point ces secrets peuvent être dangereux, et ce qu'il en coûte de se montrer trop curieux. Ils sont sur une toute petite île, assez lointaine, assez isolée, donc c'est quasiment impossible d'y aller aussi. Et puis surtout, ils veulent parler à personne.
they, I think, are the very, very precious citizens of our country. And we should respect their, their freedom, we should respect their rights, we should respect their life also. I am a product of so many antibiotics, so I am carrying so many germs with me. If I even shake hand with them, I may pass thousands and hundreds of bacteria to them. And they can die with influenza also, a simple thing like flu may kill them, because they are not immune to anything. So it is therefore very important that we have a very, very controlled contact with them. D'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire, je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Est-ce vraiment si invraisemblable? Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, un savoir que tu as ressenti toute ta vie, comme un implant dans ton esprit. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, de quoi te rendre malade. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Tu es un esclave, Néo. Bonjour, Néo. Qui êtes-vous? Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la matrice. On vit une époque, on vit un cycle final de vie. Alors ça, on n'y croit pas. Vous savez, on vit dans un monde matérialiste. Les gens ne croient pas à la spiritualité, même s'ils l'expérimentent tous les jours. Ils l'expérimentent tous les jours, mais ils n'y croient pas. Ils croient à la matière. Alors, il y a plein d'abrutis qui vous diront « je crois ce que je vois ». Alors c'est complètement stupide. Moi j'aimerais bien qu'il me démontre l'amour, qu'il me matérialise, qu'il me quantifie l'amour qu'il a pour sa mère, sa femme et son fils.
voilà, voilà, moi je le vois pas cet amour. Pourtant lui, il le vit, il en a la certitude. Donc on ne peut pas tout quantifier, on ne peut pas tout matérialiser. Il faut arrêter. Ça, c'est des discussions de comptoir, de poivreaux, c'est débile. Et pourtant, c'est l'argument qui revient tout le temps dans vraiment la grande majorité du peuple. Ça, c'est l'éducation. On les a trompés. Ces gens, on les a trompés. Vraiment, hein, proprement parlant, c'est une tromperie, mais honteuse. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre. Nous vivons une fin de cycle qui s'appelle le Kali Yuga, c'est l'âge sombre, où il y a une accélération des événements du temps et de la décadence, la dépravation de tout, mais vraiment de tout, où on constate physiquement non seulement une dégradation, mais une inversion des valeurs. Alors là, c'est le nec plus ultra, c'est horrible, c'est insupportable. C'est-à-dire le voleur, il se fera traiter de futé, intelligent, débrouillard, et le type honnête de con. Oh, trop bon, trop con, par exemple. C'est rentré c'est un proverbe populaire, dans la sagesse populaire, c'est gravissime. On a un inversement total des valeurs, ce qu'on appelle le satanisme. C'est un satanisme pur. Et là, ben, on est en plein dedans, on le constate. C'est un acte humain, réfléchi, concret, de subversion des masses. Voilà. Pour la perte de l'humanité. C'est clair. Voilà, il faut que ça soit clair. Moi j'appelle ça les alliés de Satan. C'est des satanistes. Vous savez, mon livre, il pourrait énormément... Le livre qui ressemble le plus au mien, c'est celui-là. Sauf qu'il n'y a pas la dernière partie, les 4 derniers chapitres. Mais tout le reste, c'est la danse avec le diable de Gunther Schwab. Il explique parfaitement comment le monde s'est écroulé scientifiquement. Hein, scientifiquement, l'agriculture, la santé, tout ça. Il explique tout parfaitement. Le climat, la pollution, tout, comment ça s'est écroulé et comment ils ont fait... Enfin, et c'est les comment on appelle ça, les grands capitaines des hordes sataniques, des démons sataniques, qui viennent rendre compte à Satan de leurs méfaits. Et ils sont tout fiers comme ils ont détruit, comme ils ont corrompu les hommes, etc. etc. Franchement, d'abord, tout est vrai, tout est juste. C'est-à-dire quand il va citer l'agriculture, par exemple, il rentre dans le détail de la destruction de l'agriculture, c'est parfait. C'est vrai, c'est juste, scientifiquement, il y a des chiffres, etc. Donc, par contre, il n'explique pas d'où ça vient. C'est ça le truc. D'où ça vient? Ben, c'est simple. Ça vient... À un moment donné, je ne peux pas ne pas relier ça au cycle, à la fin du cycle, et à une vision eschatologique. C'est impossible, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. L'eschatologie, c'est tout simplement l'étude de la fin des temps. Nous vivons, alors certains diront fin des temps, fin d'un cycle, fin d'une époque, ou fin tout court. C'est la même chose, quelque part c'est la même chose. C'est-à-dire que ce cycle-là arrive à sa fin. Donc au goutte à goutte, le monde a changé. Ça a commencé comment? Ça a commencé, pour moi, les grands tenants, les grands axes de ce changement, c'est des personnalités qui vont créer, qui vont ouvrir la boîte de Pandore, qui vont balancer le début du truc. C'est quoi? C'est le protestantisme en France et en Europe, qui va s'attaquer au catholicisme et l'affaiblir, l'infiltrer et l'affaiblir. Puis, on a l'arrivée, mais vraiment c'est au même moment tout ça, hein. C'est pas tout à fait au même moment puisqu'il y a quelques dizaines d'années entre-temps, sauf qu'à l'époque, on sort du Moyen-Âge, à l'époque, quelques dizaines d'années, c'est rien. Hein, puisque c'est le temps au cheval et au livre d'arriver, de les écrire, etc. Bon, le temps était beaucoup plus ralenti. Là, maintenant, ça va plus vite. Il y a l'avion, etc. Mais bon, voilà. Donc, en même temps, la franc-maçonnerie arrive. Ok. Tout ceci, absolument tout ceci, est chapeauté par une secte très connue qui s'appelle les Alumbrados, qui va produire Ignacio de Loyola, qui est le jésuite, qui va infiltrer, qui va prendre le pouvoir à Rome, au Vatican. Donc là, en parallèle, donc, il y a les Illuminés de Bavière qui naissent, il y a la franc-maçonnerie anglaise 1717, ça part dans toute l'Europe,
c'est infiltré largement, idéologiquement par la Kabbale satanique, la Kabbale Zohar et toute la production occulte, magique, etc. Les mystères, c'est de la sorcellerie tout ça, rien d'autre, hein, de la Kabbale lourianique et compagnie, tout ça, bon bref, on les cite. Et ça va prendre, vraiment ça va prendre dans les masses. Alors il y a bien sûr nos deux zigotos extrêmement puissants, parce qu'on les néglige beaucoup, c'est Sabbatai Zevi, Jacob Frank. Sabbatai Zevi, 1666, il va créer un désordre phénoménal, il va infiltrer l'Empire ottoman. Il va infiltrer l'Empire ottoman. Ils sont à la source de la chute de l'Empire, puisque Mustafa Kemal Atatürk était un sabbataïste, un crypto-juif. C'est même pas un juif, on ne peut pas appeler ça un juif, c'est un dégénéré total, hein. C'est un partouzeur, un assassin, un menteur, tout est possible, tout est permis. C'est eux les protocoles des sages de Sion, hein, clairement, hein. C'est leur idéologie parfaite, mot pour mot. À la deuxième génération, il va produire le franquiste Jacob Frank, c'est sa réincarnation, qui va infiltrer l'église catholique polonaise. Et puis tout ça, ça va partir petit à petit avec les années, ça va arriver très vite par son cousin Junius Frey, hein, le fameux Dobruska, le fameux Schoenfeld. Junius Frey, décapité sur l'échafaud avec Dantan, en 1793 si je ne m'abuse. Quelqu'un d'extrêmement puissant, puisqu'il fricotait avec des princes, il fricotait avec la franc-maçonnerie, il fricotait avec l'illuminisme d'Adam Weishaupt, il fricotait avec tout le monde, la franc-maçonnerie, etc. Un savoir encyclopédique sur la franc-maçonnerie, sur la Kabbale, etc. Et c'est un franquiste sabbataïste, en lien. Bon, voilà, peut-être il y a les gens, quand ils écoutent comme ça, ils se disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Je raconte ce qu'il y a dans les livres. Alors là, on a Gershom Scholem, c'est quelqu'un, voilà, vous voyez, c'est du papier Bible. Là, on a quand même 1000 pages, hein, 1000 pages sur Sabbatai Zevi. Et ici, on a Arthur Mandel, c'est sur Jacob Frank. Il y a tout, il y a absolument tout, absolument tout. Les archives, c'est monumental. On a une vie entière ne suffirait pas pour lire tout ça. Donc, je continue. Il est en lien avec tout le monde. Il infiltre les Jacobins. Il va même marier sa sœur avec le patron de la police politique, un certain Chabot, un capucin, si je ne m'abuse, un ex, une pourriture. Bon, ils seront tous décapités, hein. Ça passe. C'était tellement le désordre, et on le sait très bien dans la Symphonie Rouge, qu'à un moment donné, eux-mêmes se font décapiter, parce que c'est le chaos, de toute façon, hein. Donc, tout ceci pour démontrer que, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement turc est constitué d'énormément de sabbataïstes, que la moitié des ambassadeurs, c'est des sabbataïstes, que la Cour suprême américaine contient des franquistes, enfin... qu'ils ont infiltré absolument toutes les hautes sphères des États européens très tôt, par toutes sortes de manigances, et qu'ils ont un pouvoir certain. Voilà, c'est évident. Il faut vraiment se réveiller. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Alors, à partir du moment
On a eu un papier d'un certain Léon Camus sur Géopol Intel qui expliquait que les Saouds étaient des sabataïstes. Moi, je suis persuadé, je n'ai pas encore fait les recherches qu'il faut dans ce domaine parce que je n'ai pas eu le temps, mais ça va venir, que les sectes du Moyen-Orient sont sabataïstes. Les Bahaïs, par exemple, qui sont cul et chemise avec les sionistes, puisqu'ils ont leur QG à Jérusalem, etc. Les Alaouites, je pense qu'il y a que toutes les sectes du coin sont des sectes sabataïstes, clairement. Donc le Qatar, parce que comment expliquer qu'en Arabie Saoudite on pratique l'usure? C'est interdit, c'est clair, c'est un des plus grands péchés. Comment peut-on expliquer l'existence du Qatar? Ça n'a aucun sens. Comment expliquer les comportements de ces princes en Occident quand ils viennent? Même là-bas, hein, c'est des sanguinaires. Vous prenez par exemple le livre « Faut-il brûler l'ONU » de Jean-Louis Isambert. Vous comprendrez comment les princes saoudiens, comment ils traitent leurs serviteurs, comment on appelle ça, enfin, aide ménagère, tout ça, femmes de ménage, ils les torturent, ils les violent. Vous comprendrez comment par le prince Bandar quelque chose a tué son amant dans un hôtel à Londres. Donc ils ont des pratiques sexuelles totalement dépravées, c'est des drogués, des alcooliques, c'est des assassins, des criminels. Ils pratiquent l'usure, la spéculation, ils n'ont rien à cirer de ce monde. Et ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils disent être. Et ça, c'est une signature sabataïste franquiste. Pourquoi? Parce qu'ils vont se présenter comme des extrémistes, comme vraiment des fondamentalistes religieux. Sabataï Zevi ne ratera jamais une prière, Jacob Frank ne ratera jamais une messe. Hein? Ils appelleront leurs enfants avec des noms islamiques d'un côté, chrétiens de l'autre. Voilà, ils vont faire du zèle. C'est le propre du Maran. Le Maran, c'est la même chose. Il va faire énormément de zèle. Le Maran sera toujours plus catholique que le catholique. Il sera toujours plus royaliste que le roi. Il sera plus catholique que le pape. C'est direct, c'est hallucinant. Hein, c'est un culot, une chute, c'est pas phénoménal. Il est là, c'est moi le meilleur de tous. Et puis soudain, ça arrive. Oh, eh ben voyez. Derrière, c'est pas ce qu'il dit qui est. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on écoute les gens ou on observe ce qu'ils font? Moi, je juge les gens par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils disent. Comprenez? Enfin, tu comprends, c'est évident. Je juge par rapport aux actes, je ne juge pas par rapport aux intentions. Les intentions ne m'intéressent pas. Par contre, les actes, ils engagent. Ils engagent la personne, voilà, c'est clair. Et ça, c'est typique. Donc, vous allez voir, par exemple, je sais pas moi, un Billy Graham, un grand évangéliste américain. Il va avoir des discours extrêmement religieux, etc. Et après, on va le voir fricoter avec des prostituées, etc. Aux États-Unis, tout le monde le sait. Ah, ou même, surtout avec des homosexuels. Vous verrez, en Arabie Saoudite, c'est pareil. C'est tout le temps la même histoire. Tout le temps la même histoire. C'est eux qui ont infiltré l'Église catholique avec tous ces pédophiles pour la discréditer. C'est capital à comprendre. Là, maintenant, on ne peut plus défendre le catholicisme. C'est impossible. Oui, ça va, c'est que des pédophiles, de toute façon, c'est tout de suite. Ils ont réussi. Et là, il reste l'islam. Ils sont en train de le salir avec le terrorisme. Et ils vont réussir. Donc, ce paradigme a changé petit à petit. Donc, comme je le disais, pour résumer, c'est complexe. Hein, c'est vraiment complexe. Il faut suivre la chronologie dans le temps. J'ai fait un petit schéma aussi dans les annexes, un schéma qui va aider aussi les gens à comprendre. Je vais le mettre aussi sur Internet en couleur, et comme ça, ils pourront l'agrandir, pour pouvoir se retrouver, avoir après une vision globale. C'est important, parce que c'est difficile. Il y a trop d'informations d'un coup. Donc, il y a le protestantisme qui va affaiblir le catholicisme, et qui va faire rentrer la critique et faire rentrer le diable dans l'Église. C'est-à-dire, on va abolir l'interdiction de l'usure. D'ailleurs, c'est tout de suite ça qui va être fait. C'est curieux, ce rapport avec l'argent. On va séparer le royaume de Dieu et le royaume des cieux et de la terre. Ça, c'est capital. C'est-à-dire que ce que je fais sur terre,
n'influence pas ce que je fais aux cieux. C'est-à-dire, ben c'est le fameux, Marion Sigaud en parle bien, c'est la prédestination. C'est-à-dire, je suis destiné à ça, quoi que je fasse, de toute façon, c'est ça que j'aurai. Ça, c'est un dogme tout à fait nouveau, protestant, extrêmement dangereux, puisqu'il m'exonère de ma responsabilité. Je fais ce que je veux, de toute façon, je suis prédestiné à aller à tel endroit, donc bon, fais ce qu'il te plaît. C'est du satanisme. Donc le protestantisme, après la franc-maçonnerie va créer les Lumières. Les Lumières se déconstruisent en 3 étapes: le darwinisme, le marxisme et le freudisme. C'est extrêmement important à comprendre. Ça, je l'explique vraiment dans le détail. J'explique l'hérésie intellectuelle de ces 3 cochonneries. Mais vraiment, c'est tellement bête. Mon Dieu que c'est bête tout ça. Donc le darwinisme, bon, c'est une supercherie, je le démontre, avec des dizaines d'ouvrages, de preuves, etc. Le marxisme, c'est une explication du monde restreinte. La matière, c'est complètement stupide. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est comme E égale MC2 d'Einstein. Il a raison, mais il s'est trompé sur la formulation. La vitesse de la lumière, elle n'est pas limitée à 300 000 km/s, puisqu'il la met au carré. Donc elle est illimitée, la vitesse de la lumière. Mais sauf que c'est pas ça le monde. On n'organise pas le monde par rapport à la matière. C'est pas l'unité de production de l'usine qui fait ma politique. Non. Qui fait ma politique, c'est que je suis un être humain, que je procrée d'autres êtres humains, que j'ai une famille, des amis, des voisins. C'est nos rapports qui régissent le monde. Si on a besoin d'argent, ben pourquoi pas, mais sinon, non, c'est pas ça le prioritaire. Et ce qu'a fait Karl Marx, qui est pour moi un abruti fini, un kabbaliste, qui est pour moi un maran, un crypto-chrétien, puisque ils disent que ses parents sont convertis, c'est totalement faux. C'est un sataniste, il a écrit dans ses poèmes, le pasteur Wurmbrand l'a bien expliqué, et on a les preuves, on a les poèmes, on a tout, enfin, il y a quelque chose de vraiment très louche. C'est un bourgeois, je dirais même c'est un très grand Richard, puisqu'il s'est fait financer, enfin, sa femme, Engels et tout ça, c'était les von Westphalen, l'autre c'était un industriel du coton, bon bref, et autre chose, comme très, très curieux, bon il y a Anthony Sutton qui explique dans son livre que Marx a été un plagiaire de Victor Considérant, un autre révolutionnaire, et surtout, moi je m'étonne beaucoup des riches qui écrivent sur leur propre spoliation. Voilà. Bon, ça, j'y crois pas. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Engels et les von Westphalen ils vont financer Marx pour qu'ils se fassent déposséder de leurs biens. C'est ça. Pour qu'ils mettent leurs biens en commun au niveau de l'État et qu'on crée des coopératives. Ceci n'a aucun sens. Puis vient le freudisme. Le freudisme est un pur satanisme. Après avoir détruit l'homme, Dieu, après avoir détruit l'homme, on en arrive à créer à essayer de remplir le vide existentiel, c'est-à-dire à créer une nouvelle religion, à faire croire au monde que le sexe régirait tout, ce qui est une absurdité totale. Et ça vient de qui? Ça vient d'un franc-maçon franquiste qui s'appelle Sigmund Shlomo Freud, qui est un cocaïnomane, un drogué cocaïnomane, un incestueux, puisqu'il a eu des rapports sexuels aussi bien avec sa fille qu'avec sa belle-sœur, un kabbaliste, franc-maçon du Bnei-Brit. Donc tout ceci pue, ça pue, et ces théories ne sont pas farfelues. Moi, vous savez, j'ai étudié ça à la fac, on m'a parlé des stades oral, anal, bidule, génital, je ne sais plus quoi. J'écoutais, je me disais, mais j'y ai pas cru une seconde. J'avais 19 ans, 20 ans. Là, si on me fait le même cours, je me lève. Parce qu'il faut comprendre, il faut expliquer aux gens ce qu'est le principe de la horde primitive et du banquet cannibale. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est-à-dire, vous avez un père avec ses enfants et ses femmes, ils font un banquet, mais les enfants n'ont pas accès aux femmes. Alors ils décident de tuer leur père, mais aussi de le manger. Je ne sais pas pourquoi. Ils le mangent. C'est dans Totem et Tabou, hein, c'est expliqué. C'est ça l'idéologie freudienne.
Il a écrit n'importe quoi, c'est démoniaque, et on l'a promu, voilà, c'est devenu académique. Et après, 2 secondes après, ils ont regretté. Et en 1 seconde, ils se sont civilisés, ils ont créé, ils ont monté une constitution. Ils se sont dit, bon, on va créer des tabous. C'est pas bien de manger le papa, il faut pas tuer papa, il faut pas coucher avec maman. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais d'où ça sort, ce truc? On prend n'importe quel abruti dégénéré, cocaïnomane, il sort n'importe quoi de sa tête et on en fait des cours à la fac? C'est ça la science? Toute la théorie freudienne, c'est le cerveau malade de Freud. C'est le cerveau malade de Freud, qui explique dans ses écrits que son père a violé ses enfants, ses frères. Oui, Sigmund Shlomo Freud. Et qui pratique ça? Les franquistes et les sabataïstes. Ils n'ont aucune limite. Ils pratiquent l'inceste, ils pratiquent la pédophilie, ils pratiquent le meurtre. Ils n'ont aucune limite. Et leur idéologie, c'est quoi? Parce que les gens doivent se demander c'est quoi ce truc-là, ceux qui nous écoutent. L'idéologie du franquisme, du sabataïsme, parce que l'origine c'est Sabataï Zevi, et le rabbin Louria, le rabbin Louria qui était un disciple d'Ignace de Loyola, le jésuite, le créateur de jésuites, le général en chef des jésuites, qui est tout sauf une congrégation, enfin une fraternité, puisque c'est un général, hein, c'est une armée. Ça n'a strictement rien à voir avec la religion, en fin de compte. Et qui est un maran, hein, qui est un maran et qui a été influencé par les alumbrados de l'époque en Espagne, Portugal, etc. Donc, leur idéologie, c'est simple. J'abolis le sacré, j'abolis la loi, j'abolis tout, je fais le plus de mal possible pour hâter la venue de l'Antéchrist. C'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient, j'ai pas envie de savoir, moi je ne fais que constater les choses. Voilà. Et c'est ça leur idéologie. Donc ils n'ont aucune limite, absolument aucune limite. C'est la destruction totale. Il y a même des sectes en Orient comme ça, hein. Il y a une secte, si je ne m'abuse, une secte chiite comme ça. C'est des petits groupements, c'est des fous, ils inventent des trucs, ils y croient, je sais pas. Bon, après, il y a d'autres considérations aussi, hein, parce que c'est le mouvement du cycle pousse à ça. Mais après, on rentre dans des considérations beaucoup plus complexes. Donc voilà, donc, je pense que avec tout ça, tout cet enchaînement d'événements, les Lumières, Freud, Bidule, Darwin, Marx, etc. Freud, Bidule, Darwin, Marx. Doit-on prêter attention à la formule qui voudrait que, par exemple, tous les journalistes sont juifs? Ou que la plupart des juifs. Ou que la plupart des journalistes sont juifs? Il y a beaucoup de journalistes qui sont juifs. Est-ce qu'il faut... Question pour un champion! On vous posait la question de savoir si les élections avaient été truquées aux États-Unis. Et je vais lire votre réponse pour éclairer un petit peu de qui vous êtes, puisque vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes ni LR, ni FN, ni etc. C'est-à-dire, vous essayez de faire passer auprès des Français l'idée que vous êtes apolitique. Donc je vais essayer de répondre pour éclairer les Français sur la nature de l'émetteur que vous êtes. Donc on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques États clés le jour du scrutin est-elle crédible? On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique... Mon Dieu, non! On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Regardez. Occidentale dont nous savons qui la contrôle, de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Ou que la plupart des juifs. Ou que la plupart des journalistes sont juifs. Il y a beaucoup de journalistes qui sont juifs. Est-ce qu'il faut prêter attention à une formule comme celle-là? On sait que c'est faux. Je veux dire, non, c'est pas faux. Je parle de votre formule. Ah oui, pardon. On sait que c'est non, faux. c'est pas. Qui contrôle la meute médiatique? Par les saintes écritures du cernen pour boucher mes oreilles. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après, voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Que dites-vous? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Ah, vous le savez bien. Quoi? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Ah, vous le savez bien. C'est Louis, c'est pas une fille. Trépu et moustachu, ça c'est bien vu. Ben non,
Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Mais dis Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous? Mais arrêtez ça, c'est odieux. BFM TV et tous les journaux qui viennent s'agouer aussi. Allons, se gauche. Allez, on tourne. Allez, là, derrière, te laisse pas mettre dans les camps. Qui sont ces gens? Freud, Bidule, Darwin, Marx. Qui est? Je t'aide un peu, ses yeux sont bleus. Qui sont ces gens? Qui Écoutez, c'est pourtant simple. Qui sont ces gens? Qui Ben Guigui. Pardon? Qui Ben Guigui. Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, bah alors là on va pas partir là-dessus. On va en parler. Partons du principe que c'est vrai. Partons même du principe que vous ayez raison. Et si c'était vrai? Partons du principe que vous ayez raison. De l'hypothèse, pas un principe. C'est une hypothèse. Oui, on laisse parler. Que ce que vous dites est vrai. C'est une hypothèse. Partons d'hypothèse. On laisse parler. Que ce que vous dites est vrai. Que ce que vous dites est avéré. Qu'est-ce qu'on fait de ces citoyens français? Ah mais moi je répondais à une intervention. Bon, c'est pas la même chose. Voilà. Non mais attendez. Moi je vais vous répondre. Alors attendez. Moi je vais vous répondre. Anastasie, ça ne vous choque pas qu'on dise que tous les flics sont racistes et qu'ils arrêtent que les Arabes et les Noirs? Non. Juif vous êtes. Juif vous avez l'air. Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. On dit pas juif vous avez l'air. Mais vous avez l'air juif. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà. Brecht, verboten! Hemingway, verboten! Freud, verboten! Hitler, verboten! Nein, das ist mein Kampf! Das ist mein Kampf! Ça t'a plu? C'est moi qui l'ai écrite. Quoi? Regardez, un Suisse et un Allemand. Et alors? Ah, c'est une honte, oui. Oh, mais ils sont marteaux. Venez là, nous on veut même pas du mal. Monsieur Macron. Monsieur Macron. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. Voilà, merci. On coupe, on peut pas continuer. Mais enfin, juif comme un juif, quoi. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Je vous redis que moi je suis consterné par les propos qu'on a entendus et ce général en tout cas ne prendra plus jamais l'antenne dans cette émission et je pense sur CNews non plus et j'espère nulle part ailleurs. Il a des lunettes et une casquette, c'est Jack. Pas bête, trouve le nom, t'as gagné, t'es champion. Qui est un juif? Les juifs. Pardon? Qui? Picpus, faut pas qu'elle s'échappe. Ah non, Picpus, vous ne dormirez plus. Est-ce qu'il faut prêter attention à une formule comme celle-là? On sait que c'est faux. Je veux dire, non, moi, c'est pas faux. Je parle de votre formule. Ah oui, pardon. On sait que c'est faux. Non, c'est pas faux. Bon, alors, très bien. Alors, on va en parler. Partons du principe que c'est vrai. Partons même du principe que vous ayez raison. Et si c'était vrai? Partons du principe que vous ayez raison. De l'hypothèse, pas un principe. C'est une hypothèse. Partons de l'hypothèse. On laisse parler. Que ce que vous Ce n'est dites. pas une défaillance de votre téléviseur. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Freud, Bidule, Darwin, Marx. Je dirais même, par exemple, aujourd'hui, un être humain n'existe que s'il est déclaré à l'état civil. S'il n'est pas déclaré à l'état civil, tu as le droit de le tuer. Quand même grave. Il n'est pas déclaré à l'état civil, on ne peut pas porter plainte. On cherche, il n'existe pas. On ne peut pas chercher quelqu'un qui n'existe pas. C'est sérieux, ça? Ceci n'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Donc les satanistes, pour ne pas avoir de problème, ils engrossent des femmes qui donnent naissance à des bébés, qui ne déclarent pas et qu'ils sacrifient, tout simplement. Voilà. Ça, c'est un témoignage que j'ai vu de mes propres yeux à la télévision.
sur France 3 entre midi et 2, il y a quelques années, qui n'est plus jamais repassé d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui cloche. Donc si c'est la matière qui a pris le dessus sur tout, l'école de la République a été bien sûr la grande faucheuse, la grande destructrice des nations, et Jules Ferry, le franc-maçon, le disait très bien, l'école va être là pour extraire Dieu du cœur des gens. Et in fine, pour finir, pour résumer tout, les lumières, les pseudo-lumières maçonniques, qui étaient là pour nous libérer de l'obscurantisme religieux. Moi je veux bien, j'écoute, j'essaie de comprendre. N'ont pas fait ça du tout. Elles nous ont liés à un autre intégrisme, à un autre dogmatisme, c'est-à-dire le laïcisme, l'athéisme, et ils ne voulaient pas nous débarrasser de Dieu. Ils veulent tuer Dieu et enfin, carrément exterminer toute pensée de Dieu. C'est plus la même chose. On n'appelle pas à la critique. Là, c'est une déclaration de guerre contre Dieu. On vous dit que la laïcité, c'est la protection de tous les cultes. Pas du tout. Pas du tout. La laïcité, c'est de l'athéisme. C'est le seul culte qui existe. L'athéisme qui a été remplacé, bien sûr, par le culte de l'homme, l'argent, le pouvoir, etc. Les bas instincts de l'humanité. Mais c'est pas du tout le choix entre croire et ne pas croire. C'est pas vrai. Et c'est ça la réalité. In fine, on en arrive là. Et petit à petit, avec les médias, l'école de la République, etc., on arrive à écouter des discours, mais d'une bêtise. D'une bêtise. C'est triste. C'est tellement triste. Donc voilà. Donc petit à petit, au goutte à goutte, on a changé les gens sur une vingtaine de générations. C'est un projet d'une finesse et d'une patience exceptionnel. C'est là où l'on comprend qu'il y a un esprit supérieur qui guide tout ça. Parce que c'est pas possible qu'on garde cette ligne sans qu'il y ait un ordonnateur, un architecte. Bonjour, Néo. Qui êtes-vous? Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la matrice. La matrice est plus vieille que tu ne le penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la 6e version. Il n'y a que deux explications possibles. Ou personne ne me l'a dit, ou personne ne le sait. Précisément. Comme tu l'as sans doute déjà déduit, l'anomalie est systémique, créant des fluctuations dans les plus basiques des équations. Putain, je fais ce que je veux! Vous êtes mort! Vous êtes réduit en miettes! Je dis ce que je veux! Je vais pas faire ce que vous voulez! Le choix. Le problème, c'est le choix. La première matrice que j'ai créée était parfaite, une vraie œuvre d'art, irréprochable, sublime. Un triomphe qui n'eut d'égal que son monumental échec. Sa chute inexorable m'apparaît à présent comme une conséquence de l'imperfection inhérente à tout être humain. Je l'ai donc remanié, selon votre évolution, pour refléter plus fidèlement les diverses bizarreries de votre nature. Un ordonnateur, un architecte, un petit architecte. L'ordre des choses, c'est que le mensonge se cachera toujours face à la vérité. C'est que le beau sera toujours plus agréable que le laid. Je ne parle pas d'esthétique. Il y a un ordre dans la création. Et cet ordre-là est créé vraiment par lui, là pour le coup par le grand architecte, le vrai, pas le singe Satan que les autres prennent pour leur Dieu. Là, on est vraiment dans l'ordre des choses, et cet ordre veut, c'est comme ça, quand on jette quelque chose, il tombe, hein, c'est comme ça. Si vous voulez qu'il s'élève, il faut une énergie supplémentaire, il faut un moteur, il faut un avion. Donc c'est ça l'ordre des choses. Donc tout ceci est prédestiné. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que les gens commencent à réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, avoir un esprit critique, et qu'ils commencent éventuellement à agir. Ou, au moins, ne pas travailler dans le sens de la bête, dans le sens du désordre. Au moins ne pas être dans le camp d'en face.
Alors, moi, si j'arrive à diminuer les taux de vaccination, je suis heureux comme c'est pas permis. Si j'arrive à faire comprendre aux gens que la franc-maçonnerie, c'est une secte diabolique qui est impliquée dans tous les scandales financiers depuis la création de la banque et de la bourse, hein, que ce soit le scandale de la Compagnie des Indes, d'ailleurs, où Junius Frey, le franquiste, était impliqué, avec Chabot, quelques centaines de millions, enfin c'est des milliards d'aujourd'hui, le scandale de Panama, le scandale ça existe. Depuis le début de la bourse, on a volé les actionnaires, les petits actionnaires. Le scandale de Suez, ils sont tous impliqués dedans. Depuis le début, ils sont tous impliqués dedans, c'est les francs-maçons. Nos amis franquistes, sabataïstes, etc., toute la clique dégénérée. Donc j'aimerais juste qu'ils constatent ça, comme des grands, et qu'ils se disent, bon, peut-être que ce qu'on nous dit n'est pas la vérité, et peut-être que si je ferme trop les yeux, je vais finir dans le carnage, quoi. Et qu'ils puissent réfléchir un petit peu, et qu'on augmente les rangs des gens de bien, voilà. C'est-à-dire, par exemple, affaiblir les banques en ne mettant pas tout notre argent chez eux, c'est-à-dire diminuer la consommation, aller embêter les politiques, leur faire peur, leurs députés, que chacun aille chez son député, porte plainte, lui fasse comprendre, moi c'est ce que je me régale à faire, hein, tu en es témoin, c'est que je fais comprendre aux politiques, à ces voyous, qu'on est au courant. Qu'il faudrait qu'ils se calment un peu. Je leur fais comprendre que voilà, il faut diffuser l'information. Et puis ma foi, franchement, on n'est pas obligé de se soumettre à ce désordre. On n'est pas obligé, quand un médecin vous fait une ordonnance de 25 médicaments, ce qui est une totale hérésie scientifique, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Quand on préconise 25, 30, 40, 50 vaccins à votre enfant de l'âge de 0 à 6 ans, vous n'êtes pas obligé de les faire. Et la loi vous protège. Même la loi, c'est-à-dire c'est votre bêtise qui vous pousse à l'injecter, après est-ce qu'il tombe malade et se retrouver après, bon, embêté. Vous n'êtes pas obligé de bouffer des OGM, je suis désolé. Vous pouvez manger bio. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre argent en banque, etc. Vous n'êtes pas obligé, je suis désolé, de vendre du poison aux gens. Responsabilisez-vous, prenez du temps, sortez du système, trouvez autre chose, vous verrez que vous trouverez même mieux, qu'il n'est pas urgent ni utile de s'endetter sur 50 ans pour acheter une bicoque en plaque-au-plâtre et enfin, toute pourrie et se tenir, enfin se fragiliser. Et je pense, franchement, et là j'en suis persuadé, que plus de savoir, et du vrai savoir, de la vraie science, c'est-à-dire, on va dire l'autre côté du miroir, l'antidoxa. Il y a la matière, l'antimatière, il y a la doxa et l'antidoxa. Voilà. Je pense que la science, la curiosité, si les gens se donnent la peine, c'est gagné. Mais c'est vraiment gagné, c'est clair. Voilà. Ils vont mettre un mot sur leur mot, MAUX, ils vont comprendre ce qui ne va pas, ils vont trouver les solutions. Certaines maladies, bon, on a vu, par exemple, je vous donne c'est tout bête, c'est André Gernez. Voilà, vous êtes dans le système de soins, on ne soignait pas le cancer, lui, il sait le soigner. Voilà, c'est tout, voilà. Myopathie de Duchenne, vous donnez de l'argent au Téléthon, lui, il le soigne, c'est quand même mieux. Parce que les 100 millions d'euros à chaque fois qu'ils prennent le Téléthon, c'est pour faire du génie génétique, pour manipuler encore le gène humain. Voilà, il faudrait peut-être se lever une bonne fois pour toutes contre le lobby homosexuel, qui, je le rappelle, est fictif. C'est comme le CRIF, c'est pareil. C'est une bande de voyous qui veulent changer, qui sont tous des francs-maçons d'ailleurs, c'est une idéologie maçonnique pure, qui veulent changer la nature même de la société. Là, on nous fait croire, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, que être homosexuel, c'est comme être gaucher. C'est l'argument d'un homosexuel dans une classe d'école. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on va chez des collégiens avec des homosexuels qui expliquent des rapports sexuels entre adultes à des collégiens. Voilà, ça s'appelle la corruption de mineurs. On ne parle pas de sexe à un collégien de 10 ans.
On lui apprend des maths, on lui apprend à écrire correctement le français, l'histoire géo, point. C'est tout ce qu'on apprend à un enfant de 10 ans. Il n'est pas censé s'intéresser à ça. Voilà. Et pourtant, voilà, il nous explique que c'est comme être gaucher. Non, c'est faux. C'est pas comme être gaucher. Ça n'a rien à voir. C'est pas naturel. Ils peuvent monter au plafond et redescendre, ça ne sera jamais naturel. Ce n'est pas une voie naturelle de pénétration. Il n'y a pas de lubrification, il n'y a pas de glande de Bartholin. Il faut arrêter de délirer, ce n'est pas fait pour. Voilà. Après, il fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je lui dis juste, c'est pas fait pour. Et qu'ils ne viennent pas aujourd'hui, en 2012, me dire que c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que sinon, il faudrait changer tout le système des retraites, tout. Parce que le système des retraites fonctionne par rapport aux nouvelles générations qui vont financer les anciennes. Quand on est homosexuel en grand nombre, il n'y a plus de nouvelles générations. D'accord ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas 10% des homosexuels qui veulent se marier. Qu'est-ce qu'il va se passer? Comme c'est arrivé au Pax. Le Pax, c'est un contrat hétérosexuel. Il y a très peu d'homosexuels. Quand on change l'état civil, quand on détruit la cellule familiale, c'est pour fragiliser les individus. Toujours pareil. Parce que s'il y a un seul nom de famille, si les familles sont grandes, soudées, on ne peut pas s'attaquer aux individus de cette famille. Parce que tout de suite, il y a 40 personnes qui vont s'élever. C'est des 40 personnes qui sont bien placées, c'est le maire du village, le médecin, l'instituteur. Bon, voilà, ils connaissent du monde, ils ont un réseau, on ne peut plus rien faire. Quand on a détruit tout le monde, quand il y a 4 noms de famille dans une même famille, parce que la maman, voilà, ça je le vois, hein, c'est très grave, hein, c'est impressionnant. 4 enfants, 4 patronymes. Quelque chose qui cloche, là aussi. Donc on a détruit la famille pour maintenant se retrouver avec des individualités. Maintenant, c'est plus facile de s'attaquer aux individualités. Comment va-t-on s'organiser maintenant? C'est impossible. Il n'y a aucune affinité entre les gens, il n'y a aucun lien. Et même le lien sanguin a disparu. Même le lien sanguin a disparu. Donc comment on fait? Donc voilà, il faut, je pense, franchement, pour moi c'est clair. Quelqu'un qui lit ça, je pense qu'il sera plus pareil à la fin de la lecture. Quelqu'un qui va lire Au nom de Dieu, de David Dialop, il ne sera plus le même après la fin de la lecture. Il va comprendre qu'est-ce que la franc-maçonnerie, qui a réussi à assassiner le pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani, au 33e jour de son règne. C'est signé. Donc c'est maçonniquement signé. C'est les scandales bancaires, la loge P2, Licio Gelli, Berlusconi, etc. Bon, là, on commence à comprendre ce qui se passe. Et après, je laisse le soin aux gens d'agir comme bon leur semble. D'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire, je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Est-ce vraiment si invraisemblable? Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, un savoir que tu as ressenti toute ta vie, comme un implant dans ton esprit. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, de quoi te rendre malade. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est
une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Tu es un esclave, Néo.